pendant que je vais finir de me présenter, je voulais juste mettre une phrase de reconnaissance territoriale, étant donné qu'on parle de la dématérialisation des interactions sociales, je trouvais pertinent de justement rappeler que l'IA aussi se situe dans des rapports de pouvoir. Donc, mon nom est Karine Gentelet, je suis professeure de sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis aussi titulaire de la chaire ABEONA, École normale supérieure Obvia, en intelligence artificielle et justice sociale. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé ma conférence sur la participation des citoyens peut-elle améliorer le respect des droits humains. J'ai longtemps réfléchi à comment est-ce que je pouvais phraser cette question-là. Ça aurait pu être comment peut-on améliorer le respect des droits humains par la participation des citoyens. Je l'ai tourné en tous les sens et à un moment donné, il fallait que j'envoie mon titre, donc j'ai décidé de le faire comme ça. Vous verrez qu'il n'y a pas le mot IA dans la question exprès. Alors j'ai juste mis dans le cadre de la gouvernance de l'IA, histoire de, je me suis dit peut-être que je suis pas très claire déjà que en tant que sociologue, anthropologue, ce n'est pas toujours évident. Ce que je vais faire aussi, étant donné que c'est une audience dans le cadre de ce congrès qui est multidisciplinaire, c'est parler un peu d'où je viens, mais pas tant sur moi que les sujets que j'aborde et la manière dont je les aborde. Donc en fait, j'ai travaillé, je suis arrivée par l'intelligence artificielle et le numérique, notamment en regardant comment est-ce que des groupes marginalisés, des groupes qui sont invisibles dans la société, peuvent utiliser la technologie de l'IA et du numérique pour faire reconnaître leurs droits et pour regagner une place au niveau civil, au niveau politique et notamment culturel. Mon domaine d'expertise, c'est notamment de travailler en collaboration avec les premiers peuples, et donc c'est comme ça que je suis arrivée par les outils de l'IA. Et pour moi, je ne ferai pas de définition de l'IA, je prends vraiment ça d'une manière très générale, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'IA que les impacts sociétaux de l'IA. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais partager avec vous cette phrase que je trouve qui est très importante, que l'IA devrait être accessible pour tout le monde, elle devrait représenter tout le monde et elle devrait être au bénéfice de tout le monde. Alors, les concepts avec lesquels je travaille et que vous allez retrouver dans ma présentation sont notamment des concepts de marginalisation, d'exclusion et d'agentivité. C'est important pour moi, notamment quand on travaille avec des groupes marginalisés, de ne pas définir les groupes comme étant vulnérables. Les gens ne sont pas vulnérables, les gens sont mis dans une position de vulnérabilité, et c'est la raison pour laquelle, notamment, quand ils utilisent des outils d'IA, ils font preuve d'une agentivité et vont contrer justement cette invisibilité sociale, cette invisibilité notamment au niveau politique pour les premiers peuples. Donc, si vous voulez, plutôt que de regarder les mécanismes, on va dire, d'inclusion, je vais surtout détailler les mécanismes d'exclusion à partir de la perspective des groupes qui sont exclus, et non pas d'une perspective, vous allez voir, je vais utiliser top-down et bottom-up un peu plus tard. Ce que je regarde aussi, ce sont donc les impacts sociétaux de l'IA et notamment les discriminations en ce qu'elles sont structurelles et systémiques. Encore là, pour comprendre comment est-ce que des groupes marginalisés ou des groupes qui sont invisibles peuvent utiliser et quelles sont les conditions d'utilisation de la technologie. Ce que ça va permettre de renseigner, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des pratiques d'inclusion qui n'ont pas marché et comment est-ce que les pratiques d'inclusion pourraient être mieux définies et arriver à atteindre leur objectif. Et donc, toujours, bien sûr, dans une perspective de justice sociale. Après tout, j'ai une chaire en intelligence artificielle et justice sociale, donc c'était informant. Alors, notamment, quels sont les impacts sociétaux sur les droits humains quand on parle d'IA ? Ça va être la première partie de ma présentation. Je vous ai fait un peu ce que j'appelle le roadmap des enjeux IA sur les droits humains. Alors, la première des choses, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les contextes socio-économiques ou encore les contextes historiques ne sont pas pris en considération, soit dans la conception des outils d'IA, soit dans le déploiement, et ça peut tout à fait être appliqué aux données. Ensuite de ça, il y a une approche qui est top-down au niveau du dessin, du design, de la collecte des données, mais surtout au niveau du design et au niveau du déploiement. Top-down, ça veut dire que effectivement, c'est conçu au niveau structurel, soit au niveau de l'industrie, soit au niveau des commandes viennent par exemple des États, et c'est déployé au sein de la société.
qu'il y a bien sûr des enjeux de données et des fractures numériques qui font que des groupes de population sont soit invisibles, soit surreprésentés au sein des données. Et l'invisibilité peut être, par exemple, mon exemple préféré, c'est notamment les personnes avec la peau foncée dans les banques de données des dermatologues, par exemple, et la surreprésentation pourrait être, par exemple, toujours ces mêmes personnes avec la peau foncée dans les banques de la police. Les banques de données de la police. Donc il y a des enjeux qui sont structurels, qui sont en arrière et qui sont dus notamment à des contextes socio-économiques et des contextes numériques. Dans les enjeux aussi, ce qu'on voit moins dans la littérature, et je vais essayer de m'arrêter un peu plus, c'est que on parle beaucoup, et mon collègue juste avant en a parlé, notamment de l'évaluation par les risques, mais ce qu'on voit dans la littérature, et notamment je fais une série d'entrevues avec des organisations de la société civile à travers le monde qui documentent les enjeux et les impacts de l'IA sur les droits fondamentaux, c'est que les atteintes sont encore, on va dire, non documentées complètement. On n'a que un portrait relativement partiel des atteintes, pour différentes raisons, notamment parce que il n'y a pas de mécanisme, et ces mécanismes d'accès ou de recours sont illustrés par mes petits drapeaux rouges, les mécanismes directs, notamment pour les personnes impactées. Donc déjà, il n'y a pas moyen on va dire, je suis pas juriste, hein, donc j'ai pas le mot exact, mais il n'y a pas de recours direct pour les personnes qui sont affectées. Mais c'est aussi au fur et à mesure qu'on voit le déploiement des outils de l'IA, on découvre un certain nombre d'impacts qui ont été pas forcément comptabilisés, pas forcément documentés, ou qui n'ont pas été anticipés. Et ça, c'est un enjeu qui, je crois, est fondamentalement à prendre en compte parce que, on l'a vu avec la Covid, il y a eu une accélération, notamment, et ça a été démontré cet après-midi dans des présentations précédentes, il y a eu une accélération d'outils qui utilisaient l'IA, et on a découvert des impacts qui n'étaient pas des impacts, et surtout des atteintes qui n'étaient pas documentées. Un élément aussi, c'est qu'il y a une amplification du fait, donc une amplification des impacts du fait d'une utilisation croissante des outils. Et ça aussi, certainement qu'on va faire face à de nouveaux types d'atteintes qu'on n'aura pas soit évaluées, soit anticipées, des atteintes qui seront à cause d'usages, on va dire, primaires, mais aussi à cause d'usages secondaires. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que cet automne, j'ai fait un certain nombre de conférences, notamment avec des ingénieurs, et ils disaient partager leur désarroi par rapport au fait qu'ils disaient j'ai développé un outil, j'ai essayé d'avoir une pratique la plus éthique possible et autoréflexive sur la manière dont j'ai notamment constitué ma base de données, sur les tests que j'ai faits. J'ai donc développé cet outil-là et l'outil a été utilisé ensuite pour autre chose de ce pourquoi il était conçu. Et donc ça, c'est un des éléments. Et il dit, je n'ai aucun contrôle sur le fait de quelles vont être les atteintes. Moi, il dit, j'ai réfléchi et j'ai eu une équipe multidisciplinaire qui a réfléchi à un certain nombre d'atteintes dans un cas très précis. Mais là, on est carrément en dehors du cadre pour lequel cet outil a été construit. Donc c'est un enjeu. Un autre élément sur lequel je voudrais aussi revenir, et c'est vraiment à titre de sociologue, je n'ai pas de réponse au niveau juridique, mais c'est une réflexion, c'est que ce qu'on voit dans le déploiement des outils d'IA, c'est qu'il y a une atteinte on parle d'atteinte sociétale, donc une atteinte qui est à très large échelle sur notamment pas des individus ou une somme d'individus, mais des groupes, et des groupes qui sont ciblés par ces atteintes-là, justement par des caractéristiques socio-économiques. Donc on ne parle pas d'une somme d'individus, mais on parle de groupes qui partagent une caractéristique. Donc il y a comme une expérience commune. Et là, on est dans le domaine sociétal et non pas dans le domaine individuel. Et c'est intéressant de voir parce que, notamment au niveau des recours auxquels on pense, soit dans les outils de régulation, par exemple de l'IA, ce qu'on conçoit, soit c'est au niveau de l'État et des entreprises privées. Et dans ce cas-là, les personnes affectées ne sont pas du tout prise dans l'équation, soit ce qu'on voit, c'est qu'on va parler de recours individuels. Et là, on en est à un déploiement, je trouve, est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Je ne sais pas, mais on est au niveau de la société à un moment, je dirais, assez important où la responsabilité ou l'imputation ne peut pas être au niveau individuel. Et on a ce qu'en sociologie, on parle d'une politisation. Politisation ne veut pas dire
d'antagoniser l'intelligence, les technologies d'intelligence artificielle, de dire on est pour, on est contre, c'est pas ça le problème. C'est justement de faire en sorte qu'il y a des processus de reddition de comptes, des processus de recours direct pour les citoyens et pour les personnes qui les représentent, qu'ils soient mis en place. Et donc, finalement, si vous voulez, la question que je pose, est-ce que la participation des citoyens peut améliorer, peut permettre la protection ou le respect des droits humains? C'est oui, à certaines conditions, pour faire en sorte, si vous voulez, que les citoyens aient les moyens d'agir directement, soit de définir les atteintes dont ils sont victimes, et aussi d'avoir un accès direct aux tribunaux, ce qu'on ne voit pas tout de suite. Donc il y a, si vous voulez, des conditions à l'arrimage entre ce concept de participation et la notion du droit humain, et que ce n'est pas une méthode, si vous voulez, qui va être facile. Il n'y aura pas malheureusement de réponse facile, mais il y a un certain nombre de conditions à prendre en considération. Et les travaux que je mène depuis maintenant 18 mois, dans le cadre de la chaire que j'ai obtenue, justement, portent à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un certain nombre de conditions pour permettre aux groupes affectés de définir et d'aller porter leur revendication par rapport au respect de leurs droits. Donc, les principes de cet arrimage, j'aime bien l'appeler les 4 coins de la pièce à $1 million. Parce que ce que je me suis aperçu depuis que je donne des conférences sur ce sujet-là, c'est que la grande question qu'on me pose tout le temps, c'est comment est-ce qu'on fait participer les gens. Donc les quatre coins de cette pièce. Alors la première, c'est d'avoir l'inclusion de la perspective de terrain, c'est-à-dire une approche qui a été qualifiée notamment dans la littérature bottom-up. Et c'est une approche bottom-up qui généralement doit être conciliée avec une action d'autonomie et de permettre aux gens d'avoir les outils nécessaires pour définir leurs besoins et définir les atteintes à leurs droits. Généralement, quand vous parlez à des gens, notamment qui sont des groupes marginalisés, ils vont peut-être pas être au courant du type de technologie qui les a impactés, comment est-ce qu'ils ont été impactés, mais par contre, ils sont capables de témoigner des impacts qu'il y a sur eux, soit parce qu'ils n'ont pas obtenu un prêt, soit parce qu'ils ont été exclus d'un programme. Et donc, si vous voulez, souvent, cette expérience-là, et de donner la parole aux gens, particulièrement quand on parle des enjeux d'IA, c'est rarement pris en considération, on va dire, dans l'équation, soit de la régulation des outils d'IA, soit dans le design, soit dans le déploiement. Comment est-ce que les gens vivent et comment est-ce que les gens reçoivent ça? Et ce qui est d'autant plus important, c'est que quand on voit l'impact à très large échelle et l'utilisation croissante des outils d'IA, il se pose un problème de justice sociale et de dynamique sociale et de solidarité sociale entre des gens qui se trouvent être doublement impactés, déjà du fait d'une marginalisation sociétale ou d'une invisibilisation sociétale, quand on leur applique dessus des outils d'aide à la prise de décision qui viennent renforcer cette marginalisation, si vous voulez, ça pose un problème en termes de tissu social et de solidarité. Donc c'est quelque chose qui est d'autant plus important. Un autre élément qui, on va dire, le point important et qu'on ne voit pas dans les approches actuellement en IA qui sont développées, c'est le dernier, c'est l'accès direct aux tribunaux, où on le voit notamment dans les outils de régulation, dans ce qui est proposé. Il y a peu, alors au Québec, on va parler de la Cour des petites créances, qui est un tribunal de faible intensité. Est-ce que ce serait ça la solution? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas juriste, mais il y a peu ou pas d'accès direct aux tribunaux pour les personnes qui sont impactées. Déjà, il n'y a pas vraiment de transparence pour savoir dans le secteur public qui utilise quoi, quel outil est utilisé et qu'est-ce qui amène à la décision. Et dans ce cas-là, il serait difficile pour les groupes et les citoyens impactés d'aller devant les tribunaux pour justement porter en appel l'atteinte à leurs droits humains. Un élément aussi auquel j'ai pas... parce que
dans la présentation que je fais, normalement, elle dure un peu plus longtemps et je regarde les différentes approches. Donc, il y a l'approche par les risques. L'approche par les droits humains aussi, qui est prise dans les outils de régulation, est assez intéressante. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que les atteintes qui sont suite à des outils de prise d'aide à la décision, par exemple, ce sont des atteintes qui sont sur un certain nombre de droits. Donc, il n'y a pas un seul droit qui est atteint. Et souvent, ce qui peut être problématique quand on va devant les tribunaux, c'est de qualifier quelle atteinte a été faite et de décider. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que les conditions de la participation doivent se faire selon un processus qui est un peu plus complexe que juste de trouver une solution qui viendra réparer tout. Et donc, j'ai détaillé un peu ces conditions-là. La première condition serait donc de déconstruire, et je vais en parler, les détailler chacune, renforcer les capacités et mobiliser. Alors, dans ces conditions-là, déconstruire. Ça veut dire qu'il faut déconstruire notamment les mécanismes d'exclusion. Pour comprendre comment inclure, il faut comprendre comment on exclut. Okay, c'est assez important. Ça veut dire avoir une connaissance des mécanismes sociétaux d'exclusion avant d'être capable d'arriver avec des mécanismes sociétaux d'inclusion. Ce qui veut dire que la solution n'est pas technique, elle va être sociétale et elle va être processuelle. Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre, mais ça je sais que ça a été dit durant ces 3 jours, le contexte social et le contexte politique, mais aussi les déterminants socio-économiques. C'est une considération. Les données ne viennent pas dans un vacuum social, les données généralement sont reliées à un contexte de production et les personnes dont les données sont tirées généralement sont aussi dans une relation sociale, politique, économique qui est bien particulière. Il y a aussi la nécessité de déconstruire et de voir l'intersection qu'il y a entre les profils et les droits. Ce qui veut dire que cette intersection-là, elle est dans la même lignée que l'universalisme technologique. Autrement dit, un outil technologique n'aura pas les mêmes répercussions dépendamment des personnes et dépendamment de la situation dans laquelle sont ces personnes, tout comme les outils technologiques n'auront pas les mêmes impacts sur les droits dépendamment des profils des personnes. Et souvent, cette intersection entre les profils et les droits n'est pas prise en considération. Et c'est notamment un des éléments qu'on a vu dans le cadre de la pandémie et du déploiement des outils technologiques durant la pandémie, c'est-à-dire qu'il y avait toute une littérature sur notamment les déterminants sociaux de la santé et comment est-ce que ces déterminants-là, le statut socio-économique pouvait avoir une incidence sur la santé. Il y avait des études sur les outils technologiques, mais les deux n'ont pas été croisés dans le déploiement. On n'a pas tenu compte dans le déploiement des outils technologiques de ce statut socio-économique-là. Un autre élément qui doit être absolument déconstruit, c'est notamment la primauté de la parole experte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que souvent, particulièrement quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est présenté comme extrêmement technique et pour lesquels les personnes, même les personnes qui sont en autorité, ne se sentent pas la légitimité de parler. Et je le vois, je fais des entrevues, ça fait 18 mois que je fais des entrevues avec toutes sortes d'acteurs, et dès qu'il y a le mot intelligence artificielle, les gens disent « je ne pense pas que je sois capable de vous répondre, je ne connais rien à l'intelligence artificielle ». Ce à quoi je leur réponds « vous savez quoi, moi non plus ». Donc c'est parfait, on peut commencer la discussion. Et donc cette parole experte-là, elle vient, si vous voulez, un peu délégitimiser l'expérience des gens dans ce qu'ils ressentent et dans un certain nombre d'atteintes. Parce que pour parler d'intelligence artificielle, il faudrait le connaître. Non, l'intelligence artificielle est un outil, mais au service de la société, et les personnes peuvent être justement expertes de leur propre réalité. La dernière condition, c'est notamment la relation entre l'individu et le collectif, ce dont je vous ai parlé. Beaucoup des solutions, notamment, et des recours qui sont proposés, de ce que j'ai vu, et encore là, je suis une sociologue du droit, je ne suis pas juriste, portent sur une action qui est individuelle, mais les atteintes sont vraiment au niveau collectif, sur la base de déterminants collectifs. Et donc, l'action de recours ne peut pas porter sur une personne, que ce soit une personne qui développe un outil d'intelligence artificielle, tout comme une personne qui est affectée par cet outil. Deuxième condition, renforcer les capacités. Ce qu'on voit beaucoup avec les questions d'intelligence artificielle, c'est que
il manque, déjà c'est une éducation aux droits humains, ça c'est excessivement important, et une éducation aux droits humains qui soit liée aux droits numériques. J'entends beaucoup mes collègues juristes qui parlent de la vie privée. Quand je dis à ma mère, qui a 75 ans, la vie privée c'est un enjeu, ma mère me dit, j'ai rien à cacher, ça ne me pose pas de problème. Le concept de vie privée est intéressant, mais c'est un terme qui est technique. Et donc, ce qui est important, notamment de renforcer les capacités, c'est que les personnes soient en mesure de comprendre quels sont leurs droits par rapport à ça, quel est le lien entre leurs droits humains, leurs droits fondamentaux et notamment tous les droits, les droits numériques. Ce qui est aussi important, je disais en termes de renforcement des capacités, à partir du moment où les personnes sont en mesure de dire quels sont leurs droits, quels sont le lien entre l'atteinte à leurs droits humains et les droits du numérique, vont être capables de décrire exactement les atteintes qu'elles ont vécues. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis une description qui soit post, c'est-à-dire à partir d'une expérience vécue, plutôt qu'une expérience qui soit ante, par rapport à des risques potentiels. Et c'est ce qu'on voit. Et de parler de post, une description qui soit expérientielle, permet justement de réinclure les citoyens, de réinclure les représentants de ces citoyens dans cette gouvernance de l'IA et de non pas les exclure comme étant, si vous voulez, des personnes qui n'ont pas une représentation qui soit juste et réaliste de la situation qui les affecte. Un autre élément, c'est très certainement travailler avec la société civile et d'utiliser des espaces de collaboration qui existent déjà au sein des sociétés pour arriver à discuter de la gouvernance de l'IA. La raison pour laquelle je parle de l'importance de la société civile, c'est que quand on voit les red flags qui ont été levés, excusez-moi l'anglicisme, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sur les impacts négatifs de l'IA, la plupart des lanceurs d'alerte venaient de la société civile. Et donc, ça devient, pour avoir fait un certain nombre d'entrevues avec ces acteurs-là, cela devient un élément qui est absolument important à prendre en considération dans le système. Un autre élément, c'est que la société civile, souvent, ce sont les organisations qui travaillent main dans la main avec les personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou qui ont été marginalisées. Donc, généralement, ce sont des groupes qui sont très bien au courant de la situation, qui sont très bien au courant, mais qui ont des solutions à proposer et qui mériteraient d'être inclus dans les solutions qui sont développées, qui aussi pourraient donner un input. Et c'est quelque chose qui est intéressant, parce que quand on parle de participation, par exemple, ou de consultation, j'ai vu des consultations qui ont eu lieu et on invite les citoyens à dire venez voir, qu'est-ce que vous pensez de l'IA, du règlement de l'IA. Qui, comme citoyen, est capable d'aller passer une journée pour dire ce qu'il pense sur l'IA. Là, je suis en train de travailler sur un projet de recherche qui examine la participation de la société civile dans le cadre d'une consultation qui a été menée au sein du Conseil de l'Europe. Et la plupart des organisations de la société civile sont expertes dans le domaine, sur les migrations, sur les travailleurs du sexe, sur les personnes en situation de handicap, sur la question des droits fondamentaux. Une expertise qui est vraiment reconnue, mais qui ont été souvent incapables de répondre à la consultation sur les questions d'IA. Parce que, premièrement, ça leur a été envoyé de manière très rapide, et c'était sur une personne. Alors qu'en fait, de phraser la conversation à partir d'impacts beaucoup plus larges, et de ne pas baser ça sur l'expertise d'une ou deux personnes, mais de groupes, et de renforcer les capacités, permettrait d'avoir une consultation qui est beaucoup plus intéressante. Un autre type de consultation aussi qui a été faite, c'était notamment d'inviter les citoyens à venir se prononcer. Mais on le voit en sciences sociales, par exemple, quand on travaille en collaboration. En sciences sociales, ça fait à peu près 25-30 ans qu'on travaille en collaboration avec les groupes, et particulièrement avec les premiers peuples, où il y a des protocoles de consultation. Et donc, de demander aux gens de se déplacer sur une journée, par exemple, en journée de milieu de semaine, à venir parler des enjeux de l'IA à un citoyen qui ne connaît pas, encore là, mon meilleur exemple, c'est ma mère. Ma mère n'ira pas, parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle ne sait pas, et elle ne voit pas en quoi être consultée sur l'IA, ça pourrait l'intéresser. Donc la solution n'est pas de consulter le participant ou le citoyen, mais de remonter ça à un niveau beaucoup plus, si vous voulez, structurel, qui est notamment soit la société civile, soit les représentants. Le dernier élément, qui est non le moindre, pour s'assurer de la participation, je crois, dans le cadre de la gouvernance de l'IA, c'est de mobiliser.
Et mobiliser veut dire de parler aux gens un langage qui les intéresse. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je ne voulais pas mettre le mot d'intelligence artificielle dans mon titre, mais de parler de droits humains. Et je vous dirais même ce que au sein des, pas au sein, mais dans les entrevues que j'ai menées, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on leur parle de justice. Parce que ce que les gens sont capables de témoigner, c'est si justice leur a été rendue ou s'ils ont subi une injustice. Quel type de technologie, comment est-ce que ça a été, à la rigueur, c'est pas tant important. Ce qu'ils voient, c'est l'impact que ça peut avoir sur eux, sur leur vie quotidienne. Et donc, ce qui est important dans cette conversation, notamment sur l'engagement des citoyens, l'inclusion des citoyens, c'est de faire en sorte qu'on parle plutôt de droits humains que de technologie. Le mot intelligence artificielle est extrêmement présent. C'est aussi une parole experte qui est extrêmement présente, elle est même surreprésentée dans un certain nombre de forums, même des forums citoyens. Donc déjà, ça restreint un petit peu la participation, de faciliter l'interconnexion entre les droits et les atteintes. Et c'est ça, quand on parle de justice aux gens, on leur dit, ben voilà, le droit correspond à cette atteinte-là, ou cette atteinte-là correspond au droit. Et ça vient avec une éducation aux droits humains et une éducation sur les droits numériques. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, on va dire, les jeunes connaissent, les jeunes ont l'habitude du numérique. Oui, mais les jeunes ont peut-être l'habitude du numérique, mais les jeunes ne sont pas formés au niveau des droits du numérique. Qu'est-ce que veut dire, justement, la vie privée? Qu'est-ce que veut dire le consentement? On peut consentir à Facebook, mais est-ce qu'on consent à ce que Facebook utilise nos données? Ça, c'est une autre paire de manches, et il y a besoin de faire cette éducation-là. Un autre élément, de mettre les expériences, et je reviens encore là-dessus, les expériences vécues au cœur des processus. À partir du moment où on parle aux gens en termes de justice, et encore là, ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que j'ai entendu dans les entrevues que j'ai menées, le fait que les gens parlent de justice, ça permet de faire en sorte qu'ils sont reconnus en tant que personnes affectées et qu'ils définissent la solution ou qu'ils définissent leurs besoins en termes, à partir de leur expérience. D'avoir des démarches qui soient réalistes, des démarches réalistes d'accès aux tribunaux, et finalement, le dernier élément, la dernière condition, ce serait surtout d'avoir des mécanismes démocratiques existants de gouvernance. Et je pense que mon collègue juste avant disait il y a un certain nombre de législations qui existent, autant les utiliser et ne pas chaque fois réinventer la roue par rapport à l'intelligence artificielle. Les premiers moments où j'ai commencé un peu à travailler justement sur cet enjeu de participation, parce que pour moi, participation, régulation, gouvernance, c'est absolument sur le même niveau. C'est comment est-ce qu'on rend dans la cité, si vous voulez, dans la société, dans ce qu'elle peut être politique, comment est-ce qu'on met l'intelligence artificielle. Et j'étais stupéfaite de chaque fois voir que non seulement l'intelligence artificielle avait un rôle d'exception, mais qu'elle avait un régime d'exception aussi. Et je ne comprends pas, c'est une technologie comme une autre, qui a des potentialités progressistes pour la société qui sont indéniables, mais elle est comme mise sur un piédestal. Et il faut absolument rentrer ça au sein de l'écosystème politique des sociétés. Alors, la participation, c'est un peu j'ai encore une diapositive, mais ça va être ma conclusion, c'est que finalement, les enjeux de participation ne sont pas liés à des enjeux de technologie. Ça, c'est clair. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que les questions de participation que je vois actuellement au sein de l'intelligence artificielle, ce sont sensiblement les mêmes enjeux qu'on avait en éthique de la recherche, en sciences sociales et en collaboration avec les groupes, notamment les premiers peuples. Que, encore là, la participation, il faut reconnaître l'expertise des personnes affectées et leur capacité à décrire leurs atteintes. Actuellement, il n'y a pas de processus qui leur permettent de décrire clairement leurs capacités. Il faut aussi leur donner les moyens d'agir, mais surtout donner à leurs représentants les moyens d'agir et mettre en place des processus de reddition de comptes. Il faut qu'il y ait un arrimage entre à la fois les représentants, c'est-à-dire les gouvernements, les élus surtout, le gouvernement c'est une chose, mais les élus, parce que c'est eux qui sont garants du processus de reddition de comptes. Un élu doit rendre compte du fait de son élection. Donc déjà, ça, et les élus, on les voit peu. Les conversations qu'il y a actuellement sur la régulation au sein de la Commission européenne, certainement parce qu'il y a des élus, mais quand on voit, par exemple, entre soit un État ou l'industrie privée, il va falloir qu'il y ait certainement, est-ce que c'est des audits, est-ce que ce serait d'autres processus à mettre en place, mais je pense qu'il va falloir être créatif par rapport à ça.
la société civile, deuxième élément, et finalement les personnes affectées qui sont définitivement les grandes absentes de tout système de régulation ou de gouvernance de l'IA actuellement. Et ça, ce n'est pas possible parce que aussi, ce que je vous disais, c'est que, puis je voudrais finir là-dessus, mais c'est que l'IA, on le voit, les technologies d'IA peuvent avoir vraiment un potentiel progressiste excessivement important sur la société. Lui laisser son régime d'exception, je trouve, ne permettra pas de déployer ses potentialités parce qu'elle sera toujours, si vous voulez, en dehors de la société, alors qu'en fait, si on la réintègre dans la société, on la réintègre au sein de systèmes démocratiques qui permettraient justement de réguler, de faire une reddition de comptes, ça lui donnerait certainement un peu plus de transparence et un peu plus d'adéquation par rapport aux besoins sociétaux, et non pas justement d'avoir deux systèmes parallèles qui chaque fois soit se font de l'ombre l'un l'autre ou sont en concurrence. Donc voilà, et je voudrais terminer sur cette magnifique citation de 3 auteurs qui datent de 2020 et justement qui appellent à faire en sorte que les déploiements de l'IA soient faits dans un contexte démocratique. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci bien pour la présentation. Après celle-ci, j'ai une préoccupation ou quelques questionnements qui me viennent en tête, mais peut-être que je vais les réduire en 2 ou 3, si vous me le permettez. En fait, vous, dans le cadre de votre présentation, vous essayez de mettre en emphase le recours au système d'intelligence artificielle par les groupes marginalisés, soit pour se faire reconnaître. Et là, peut-être, je ne sais pas si j'ai bien compris, j'aimerais rattacher ça beaucoup plus à la justice cognitive. Et l'interrogation qui me vient, c'est de savoir si vous avez pu répertorier des outils qui sont utilisés par ces groupes marginalisés pour se faire reconnaître dans la société. Oui, j'en ai. En fait, l'étude n'est pas sortie parce qu'on a finalisé la collecte de données. Mais effectivement, il y en a. Et ce qui m'intéressait de voir, c'est justement quels sont les choix qui ont été faits par ces groupes marginalisés, quel type de technologie, comment est-ce qu'ils ont pensé à la solution et quel type de gouvernance est-ce qu'ils ont mis en place. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, le choix technologique n'est pas du tout un enjeu. Ce qui prédomine et qui est surdéterminé, c'est comment est-ce qu'ils vont répondre à leurs besoins. Et en fonction de ça, ils font des choix qui soient soit par l'IA, soit par le numérique, dépendamment. Puis des fois, c'est un peu des deux. Donc en fait, mais c'était surtout ça qui était très intéressant, c'est que la technologie en tant que telle n'était pas quelque chose qui comptait, c'était le résultat et le fait de désinvisibiliser, pardon, c'est dur à dire ce mot-là, de se désinvisibiliser ou encore d'avoir une représentation qui soit plus adéquate et une participation. Et un autre élément qu'on a trouvé et qui est vraiment quelque chose qui est caractéristique, c'est que un des problèmes majeurs, c'est les données et la représentativité des données. Et que beaucoup d'initiatives qui sont mises en place sont pour avoir un portrait des données et une classification des données qui soit plus représentative. Donc de corriger les sets de données. Et c'est en cela, si vous voulez, que ça touche directement non seulement les fractures numériques, la surreprésentation, mais les questions, si vous voulez, d'invisibilisation. Et notamment, il y a des groupes, on en entend parler ici au Canada, mais les groupes autochtones parlent de souveraineté informationnelle. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est pas tant de bâtir sur la technologie ou numérique ou de l'IA. À la rigueur, ce débat-là les intéresse pas tant que ça. Et c'est assez intéressant. Faites l'exercice d'écouter certains représentants des premiers peuples parler d'IA. Ils vont pas parler d'IA, ils vont parler de souveraineté informationnelle et la manière dont ils cherchent à faire en sorte que les données qui sont collectées sur eux le soient par eux et pour eux. Donc non seulement de corriger le portrait par rapport aux données, mais que les données soient collectées en fonction de leurs besoins seulement. Et ça change complètement, si vous voulez, le narratif qu'on entend actuellement, où on a souvent tendance à dire que les données deviennent, si vous voulez, un certain nombre
j'allais dire de données, mais c'est pas ça, mais qu'elles sont complètement déconnectées on va dire, du contexte. Eux, au contraire, veulent vraiment contrôler les données de A à Z, et je dirais, ils vont même plus loin, essayent de développer tout un système de gouvernance des données et tout un système juridique pour faire en sorte que le lien à leurs données persiste. Et c'est un système qu'on voit déjà en sciences sociales, où notamment des données qui sont... quand il y a eu notamment, vous êtes au courant au Canada, des pensionnats et des expériences qui ont été faites notamment sur un certain nombre d'enfants. Et c'est pour ça que je disais que c'est en lien avec le passé et l'histoire. Mais il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites contre la volonté des premiers peuples. Et ils disent, maintenant, ça suffit. Et donc, comme ces données massives-là, pour l'instant, sont collectées sans qu'ils aient un contrôle et une souveraineté sur ces données, sont en train de développer un cadre juridique un peu comme quand on est un médecin et qu'on va dans une communauté autochtone, les échantillons de sang, légalement, vont demeurer à la communauté et n'appartiendront pas aux médecins. Et donc, ce qu'ils sont en train de développer, c'est un cadre juridique qui fera en sorte que toute donnée collectée sera non seulement par et pour les premiers peuples, mais qu'ils en resteront les détenteurs. Et donc, ça amène la conversation sur justement les données, la possession des données et le lien juridique des données à un autre niveau. D'accord. Ok, merci bien pour ces éléments de réponse. Peut-être la dernière préoccupation. Dans la présentation, vous faites ressortir l'impossible objectivation. Parce que impossible objectivation, pourquoi? Parce qu'il y a un difficile arrimage entre les outils technologiques et la spécificité des victimes, des personnes marginalisées qui en sont les victimes. Si on essaie de rapprocher un peu ce constat avec les systèmes d'intelligence artificielle, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement ce n'est pas le contraire? D'autant plus qu'avec les outils d'intelligence artificielle, la finalité, c'est à la personnalisation de l'offre de la prestation. Ok, mais si le modèle avec lequel vous avez entraîné votre outil était déjà biaisé, comment vous faites pour vous assurer que vous allez personnaliser d'une manière efficace? Ensuite de ça, il y a ce que vous pensez qui est le besoin. Mais un exemple, je ne sais pas si c'est un exemple qui pourrait être pertinent, mais quand vous êtes sur Netflix, à un moment donné, je regardais des séries coréennes sur Netflix. Et Netflix ne me sortait que des séries coréennes. Mais je n'ai pas envie de regarder 24 heures sur 24 des séries coréennes. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, on pense qu'il y a ce qui serait adapté à mes besoins et il y a ce que les personnes auraient envie. Et c'est là, et je pense qu'effectivement, ça n'est pas possible de trouver un match adéquat parce que l'agentivité humaine, elle n'est pas prise en considération dans l'équation. Et c'est là où je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux, puis ça peut limiter les développements de l'IA. Merci vraiment pour cette présentation, je trouve ça super intéressant. Parce que vous parliez de la consultation, enfin en tout cas des consultations qui ont existé, consultations citoyennes, en disant que c'était peut-être pas forcément un des meilleurs moyens, en tout cas parce que finalement les gens qui viennent aux consultations la plupart du temps c'est déjà des experts ou en tout cas déjà des gens qui sont très très informés sur le sujet. Puis on en a parlé pendant ces 2-3 jours, on a parlé de la déclaration de Montréal, on a parlé aussi des consultations citoyennes qui ont existé en Union européenne, aussi au Canada l'année dernière. Alors je veux pas poser la question à 1 000 ou 1 million de dollars, mais parce que je crois que si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'était qu'on pouvait faire remonter ça au niveau plus structurel et notamment de la société civile, mais je me demande qu'est-ce que ça apporterait par rapport parce que j'ai comme l'impression que est-ce que les intérêts finalement des citoyens seraient mieux pris en compte par les représentants dans la société civile? Mais si on peut dire que je pense pas qu'il y ait de solution miracle qui marche. Autrement dit, je vais juste donner ça en préambule avant de répondre. C'est-à-dire que on est dans les Anglais disent une conversation, mais je pense que c'est ça. Et il va certainement y avoir des évolutions sociologiques, notamment sur les méthodes de gouvernance, sur les méthodes de régulation. On va essayer quelque chose, ça va pas marcher, on va essayer d'autres choses.
quand il y a des élus et qu'on n'est pas content du travail d'un élu, on ne vote pas pour lui la prochaine fois. Déjà, ça, c'est un premier exercice démocratique. Ça, c'est déjà, il y a quelque chose. Ensuite de ça, on peut demander aux élus, par exemple, de faire des audits pour avoir un peu plus de transparence sur qui, dans le secteur public, utilise quoi. Et donc, les élus peuvent faire ce travail-là. C'est leur travail de, justement, gouverner et de demander des comptes. Et donc, en ce sens-là, déjà, faire ce genre d'exercice, ça pourrait être la première étape. Est-ce que les consultations citoyennes peuvent participer à l'éducation? Je pense que oui, mais ça ne peut pas être le seul outil pour l'instant. Il y a besoin, on manque de possibilités de questionnement, parce que même un citoyen, non seulement il peut être expert, mais il va demander quelque chose dans une consultation qui dure 2 jours. Quelle va être la conséquence de sa question? Une fois qu'il l'aura posée, on va lui donner une réponse. OK, on passe à la suivante, c'est tout. Il n'y a pas de conséquences à ça. Et ce qui nous manque actuellement, c'est d'avoir des conséquences sociétales. Les réglementations en sont une. Vous ne respectez pas la règle, vous avez violé des droits, ça c'est aussi un processus de reddition de comptes à mon sens, c'est-à-dire que vous allez être redevable. Mais de ne pas juste dire on va parler avec les citoyens. Parce que toutes les discussions sur l'IA sont trop techniques actuellement. Les citoyens ne comprennent pas. Donc, de dire on a parlé aux citoyens, c'est facile parce que, premièrement, vous consultez que des experts, puis c'est pas tout le monde qui peut venir et ce n'est pas la solution pour l'instant. À ce niveau-là de connaissance de l'IA, à ce niveau-là, on va dire, de gouvernance au sein de la société et d'impact sur la société, ça ne suffit pas. Ensuite, il y a l'enjeu de comment sont phrasées ces consultations. Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est l'IA est très bonne, qu'est-ce que vous en pensez? OK, donc ça veut dire que quand on est un spécialiste des sciences sociales, on sait déjà que la question telle qu'elle est posée, elle est biaisée. Et de demander, sauf que ce n'est pas possible de demander que pensez-vous de l'IA? Parce que la plupart des gens, je vous dis, je parle à des gestionnaires qui notamment doivent prendre des décisions sur des enjeux d'IA, ils disent mais moi j'y connais rien, je me fie à ce que les experts disent. Ce que je comprends, hein, parce que c'est vraiment très compliqué. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça, étant donné les impacts dont on commence à voir l'ampleur. C'est ça le problème, c'est qu'on joue sur des droits fondamentaux et des personnes qui risquent d'être excessivement lourdement impactées. Alors, je trouve que c'est un bon premier pas de dire il y a des risques, de voir les risques, mais encore, il va falloir, étant donné qu'on joue avec des choses qu'on ne connaît pas, tout comme on l'a vu avec la pandémie, on ne savait pas ce qu'on allait faire 3 semaines après, il faudrait laisser des mécanismes pour justement que les personnes aient des recours. Et les meilleurs recours actuellement qui fonctionnent, ce sont les recours aux tribunaux. Bon, après ça, vous allez me dire, il y a un problème d'accès à la justice, mais ça c'est autre chose. Mais au moins, dans une société, que les gens puissent dire, j'ai été victime de ça, tel droit, aidez-moi à définir les droits et je veux demander justice. Déjà, ça, c'est quelque chose. Parce que là, ce qui se passe, ce sont des organisations qui disent, là, il y a des personnes qui sont ciblées par la police du fait de la couleur de leur peau, etc. On mixe des photos, enfin bon, il y a des enjeux et ça se passe sur Twitter et ça se passe, c'est des campagnes comme ça, mais ce n'est pas des processus qui sont démocratiques. Merci. Et alors, est-ce que on pourrait penser, je ne sais pas, c'est une idée, mais du coup, ça me fait penser à ça. Est-ce que du coup, il faudrait, si on veut quand même continuer à avoir au moins ce côté de la consultation citoyenne, aller chercher directement, parce que si on attend les conséquences, aller chercher directement les citoyens dans leur, je ne sais pas, en tant que patient, par exemple, et on va le chercher au moment où au moment où arrive cette conséquence, ou juste après, à chacun de ces moments-là. Mais ce qui se passe, notamment on le voit, et c'est une grande source d'inspiration, ce qui s'est passé avec les premiers peuples, par exemple. Quand il y a des développements qui se font, généralement, il y a des ententes de collaboration qui peuvent se faire. Et on se dit, tiens, on veut développer tel outil, par exemple, ben on va mettre une communauté, on va mettre en place un communauté aviseur, par exemple, qui est composé de personnes qui sont impactées, et au moins on peut avoir une rétroaction en tant que chercheur ou développeur pour mettre en place des outils. Il y a une façon, on peut
on peut intégrer des personnes, soit de la société civile, par exemple, d'organisations communautaires, qui sont souvent invitées. La société civile, c'est notamment les organisations communautaires qui sont impliquées souvent dans des consultations, notamment avec la ville, avec les différents ministères. Et donc, ils peuvent être comme ça intégrés. Et eux, ça fait partie de leur job de le faire. Donc, il y a aussi un processus de reddition de comptes où ils peuvent dire après à leurs représentants, ben voilà, quand il y a une assemblée annuelle, par exemple, d'un comité, d'une organisation communautaire, voici, on a participé à telle consultation avec tel groupe de recherche, on a parlé de ça, ça peut avoir des impacts, etc. Ça se fait notamment, il y a des organisations de personnes âgées ou de personnes vivant dans une situation de handicap qui se mêlent comme ça à des projets de recherche et qui, justement, participent. Et donc, la recherche ne se fait pas en vase clos et on est, si vous voulez, il y a une demi-mesure entre une grande consultation citoyenne et puis une inclusion par un comité aviseur. Ça peut prendre, on peut tester le modèle, par exemple, au sein d'une certaine communauté et on peut arriver avec des développements qui sont un peu plus socialement acceptables et où il y a eu un processus de reddition de comptes et une transparence par rapport à ça. Et ça permettra aussi aux gens de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle et quelles peuvent être les limites de déploiement. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est l'intelligence artificielle, ça va résoudre tout. Ah non, c'est pas ça. Mais c'est normal, on ne la connaît pas. Donc il y a besoin, je pense, de connaissances de part et d'autre.